L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 9e, Théorie de l'amitié, suite. Chapitre 1er. Dans toutes les amitiés où les deux amis ne sont pas semblables, c'est la proportion qui égalise et qui conserve l'amitié, ainsi que je l'ai déjà dit. Il en est ici absolument comme dans l'association civile. Un échange, suivant la valeur, a lieu, par exemple, entre le cordonnier pour les chaussures qu'il fabrique et le tisserand pour sa toile. Mêmes échanges entre tous les autres membres de l'association. Mais là, du moins, il y a une mesure commune, qui est la monnaie consacrée par la loi. C'est à elle qu'on rapporte tout le reste, et c'est par elle qu'on peut tout mesurer. Comme il n'y a rien de pareil dans les rapports d'affection, celui qui aime se plaint quelquefois qu'on ne répond pas à l'excès de sa tendresse, bien qu'il n'ait lui-même rien du tout d'aimable, cas qui peut fort bien se rencontrer, et souvent aussi celui qui est aimé peut se plaindre que son ami, après lui avoir jadis tout promis, ne tient plus rien de tant de promesses magnifiques. Si ces plaintes réciproques se produisent, c'est que l'un n'aimant qu'en vue du plaisir celui qu'il aime, et celui-ci n'aimant l'autre que par intérêt, tous les deux se trouvent déçus dans leur attente. Leur amitié ne s'étant formée que par ces motifs, la rupture a lieu parce qu'on n'a point obtenu de part ni d'autre ce qui avait fait naître la liaison. Ils ne s'aimaient pas pour eux-mêmes. Ils n'aimaient en eux que des avantages qui ne sont pas durables. Et les amitiés que ces avantages provoquent ne le sont pas plus qu'eux. La seule amitié qui dure, je le répète, c'est celle qui, ne tirant rien que d'elle-même, subsiste par la conformité des caractères et de la vertu. Une autre cause de mésintelligence, c'est quand, au lieu de trouver ce qu'on désirait, on rencontre quelque chose de tout différent. Car alors, c'est bien à peu près ne rien avoir que de n'avoir pas ce qu'on désire. C'est l'histoire de ce personnage qui avait fait de belles promesses à un chanteur et qui lui avait dit que mieux il chanterait, plus il lui donnerait. Quand le matin le virtuose vint réclamer l'exécution des promesses, l'autre lui répondit qu'il lui avait rendu plaisir pour plaisir. Si l'un et l'autre n'avaient voulu que cela, c'eût été fort bien. Mais si l'un voulait de l'amusement et l'autre du profit, et que l'un eut ce qu'il voulait et que l'autre ne l'eut pas, l'objet de l'association n'avait pas été bien rempli. Car du moment qu'on a besoin d'une chose, on s'y attache avec passion, et l'on serait prêt à donner tout le reste pour celle-là. Mais ici, à qui des deux appartient de fixer le prix du service ? Est-ce à celui qui a commencé par le rendre ou à celui qui a commencé par le recevoir ? Celui qui l'a rendu le premier semble s'en être rapporté avec confiance à la générosité de l'autre. C'est ainsi que faisait, dit-on, Protagore. Quand il avait préalablement enseigné quelque chose, il disait aux disciples d'estimer lui-même le prix de ce qu'il savait, et Protagore recevait le prix fixé par son élève. Dans les cas de ce genre, on s'en tient bien souvent au proverbe « Fixez à vos amis un profit équitable ». Ceux qui d'abord se font donner de l'argent et qui plus tard, à cause de l'exagération même de leurs promesses, ne tiennent rien de ce qu'ils ont dit, s'exposent à des reproches légitimes, car ils ne remplissent pas leurs engagements. C'est là une précaution que peut-être les sophistes sont forcés de prendre, parce qu'ils ne trouveraient personne qui donne de l'argent pour la science qu'ils prétendent enseigner. Et comme, après avoir reçu leur argent, ils ne faisaient rien pour le gagner, on avait toute raison de se plaindre d'eux. Mais dans tous les cas où il n'y a pas de convention préalable pour le service qu'on rend, ceux qui l'offrent spontanément et d'eux-mêmes ne peuvent jamais être exposés à des reproches, ainsi qu'on l'a déjà dit. Il n'y a pas lieu à ces récriminations dans l'amitié fondée sur la vertu.
C'est donc sur la décision réfléchie, proairesis, seule, qu'on doit ici se régler pour payer de retour. Car c'est elle qui constitue à proprement parler l'amitié et la vertu. C'est là aussi le sentiment réciproque qui doit inspirer ceux qui ont étudié ensemble les enseignements de la philosophie. L'argent ne saurait mesurer la valeur de ce service. La vénération qu'on témoigne même à son maître ne saurait jamais être un complet équivalent. Et il faut se borner, comme pour les dieux et les parents, à faire tout ce qu'on peut. Mais quand le service n'est pas aussi désintéressé qu'il a été rendu en vue de quelque profit, il faut que le service qu'on rend en échange paraisse aux deux parties également digne et convenable. Dans le cas où l'on n'est pas satisfait, il serait non seulement nécessaire, mais parfaitement juste, que celui qui a reçu en premier fixe lui-même la rémunération. Car si ce qu'il reçoit équivaut à l'utilité que gagnera l'autre, ou au plaisir que l'autre goûtera, la rémunération sera tout ce qu'elle doit être. C'est du reste ainsi que se passent les choses dans les marchés de toute espèce. Il y a des États où les lois interdisent de porter en justice la discussion des contrats volontaires, sur ce principe sans doute que le plaideur doit s'arranger avec celui en qui il a eu confiance sur le même pied qu'il a d'abord contracté avec lui. Celui en effet qui a obtenu cette marque spontanée de confiance paraît plus capable de trancher justement le litige que celui même qui s'était confié à lui. C'est que le plus souvent ceux qui possèdent les choses et ceux qui veulent les acquérir ne les apprécient pas du tout à un taux égal. Ce que l'on a en propre et ce que l'on donne aux autres paraît toujours du plus grand prix. Et cependant l'échange se fait aux conditions mêmes de valeur que détermine celui qui reçoit. Peut-être que la vraie mesure des choses, c'est de les estimer non point aussi haut que le fait celui qui les possède, mais aussi haut qu'il les estimait lui-même avant de les posséder.